Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4, Francis Gavel au micro. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Alors, longtemps je me suis couché de bonne heure qui va être un petit peu particulier pour ce mois de mars, puisque finalement je confie les 2 heures de l'émission à l'équipe des Fiches du Cinéma. Donc, bonsoir, Thomas Fouet est déjà là. Bonsoir Thomas. Francis. Donc, je vais te laisser en plus, première heure, il y a un invité, mais je vais quand même un petit peu revenir vous embêter. Je fais la pause musicale de 20h et puis celle de fin d'émission, un petit peu avant 21h. Donc bien évidemment, comme il est un peu de coutume dans cette émission, il y a un album du mois. On en a écouté un premier extrait. Le chanteur qu'on vient d'écouter s'appelle Alain Gibert. L'album s'appelle Sublime Ordinaire. Et la chanson, donc je pense toujours ce que je disais hors antenne à Thomas quand je fais mes programmations depuis qu'il a adoré le jour où j'ai programmé Je déteste ma vie de Pierre Lapointe. Donc là, ce soir, on a écouté... Mais que j'aime beaucoup, mais c'est juste à se flinguer, quoi. Mais voilà, mais c'est pour ça. Alors justement, je voulais qu'on se flingue un peu moins. T'as vu, c'est un peu pop et tout. Donc t'aimer me suffira. Ce n'est pas une déclaration. Voilà. Alors c'est un album qui est dans les bacs depuis une date un petit peu fatidique, il faut bien le reconnaître, depuis le 13 novembre dernier. Alors que dire de cet album et que dire d'Alain Gibert? On pourrait dire déjà, quand on regarde la pochette de l'album, qu'il a un look bon teint d'employé d'une énième société d'audit. Pantalon noir, chemise blanche, cravate sombre, et qu'il évolue dans un environnement aseptisé de chambre d'hôtel au décorum mondialisé. Mobilier Ikea, éclairage tamisé, donc rien ne permettrait, j'en arrive là, au premier abord, de distinguer Alain Gibert. Mais ce serait trop vite oublier ces mots d'un autre auteur, compositeur, interprète, qui après avoir fondé un groupe de rock tonitruant à la fin des années 70, j'ai nommé Star Shooter, devint l'auteur en 1994, et j'en vois qui acquiesce. On devrait être un peu comme France Inter, se filmer, je fais mon Guillaume Meurice, tout ça. Donc d'une délicate pop song à la française, immortalisée par Enzo, et cette chanson, c'était Quelqu'un de bien. Et donc Kent, puisqu'il s'agit de lui, déclare ceci: méfiez-vous des discrets, ça ose tout. Tandis qu'un énergumène tapageur va se rouler par terre sur scène en hurlant pour se faire entendre, le discret va ciseler de fines chansons, parfums subtilement entêtants, et l'air de rien imposer le respect sans vaines agitations. Alors oui, Alain Gibert est indiscret comme ont pu l'être avant lui, ou le sont encore des Alain Chamfort, William Scheller, Thierry Stremler ou encore Antoine Léon-Paul, de ces musiciens pour lesquels l'élégance d'une mélodie, la simplicité de quelques rimes imagées, la subtilité d'un arrangement comptent toujours plus qu'une vocifération éructée ou qu'une déflagration assourdissante. Indiscret, pour lequel rien ne semble plus important que de tomber amoureux, que de s'interroger sur le passage du temps et l'évolution de nos apparences, que de mener une vie de cinéma. Alors bien sûr, j'ai conscience qu'à côté de l'importance de dire, par exemple, la situation des migrants de Calais, comme le fait avec justesse, conviction et engagement Sylvain Georges, qui est donc le cinéaste que vous recevez ce soir, ce que susurre à l'oreille Alain Gibert peut paraître anecdotique et nostalgique, à moins que finalement, quelle qu'en soit l'expression, seule s'exprime de part et d'autre une aspiration toute légitime au bonheur, cette chose indéfinissable après laquelle nous courons tous et qui provoque, rude contradiction, notre malheur. Et ce malheur, Alain Gibert a pris le parti de l'adoucir en lui appliquant ce baume feutré que l'on nomme pop musique. Thomas Fouet, la parole est à vous. Merci beaucoup Francis, et on se retrouve à la fin de cette première heure. Alors avant de vous présenter un peu plus en détail notre invité ce soir, le cinéaste Sylvain Georges. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, merci de votre invitation. Mais merci à vous de l'avoir accepté. Alors avant tout, je vais vous présenter mes camarades des Fiches du Cinéma qui sont donc autour de la table ce soir. Gaël Rère, bonsoir Gaël. Bonsoir Thomas. Nicolas Marcadet, bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et François Barge-Prieur, bonsoir François. Bonsoir. Alors Sylvain Georges, vous êtes un cinéaste cher aux Fiches. Nous avions d'ailleurs consacré notre une à l'époque de la sortie de Vers Madrid de Burning Bright en 2014. Après avoir signé de nombreux courts-métrages, vous sortez votre premier long-métrage en 2012, L'impossible page arrachée. Suivront Qu'il repose en révolte, Des figures de guerre, Les éclats, Ma gueule, Ma révolte, Mon nom, et donc Vers Madrid de Burning Bright. Et vos films justement sortent en DVD ces jours-ci aux éditions Potemkin. Vous publiez par ailleurs ces jours-ci toujours chez NP Éditions, arrêtez-moi si je me trompe, Prolongement de Noire Production, votre structure de production, 4 textes écrits entre 2004 et 2014. Time Bomb, programme sur le cinéma qui vient, Poème noir, Ad nauseam, ainsi que La Vita Bruta, une adresse à Pier Paolo Pasolini. J'avoue que vous serez également ce lundi 21 mars au Centre Pompidou et ce mardi 22 mars au Magic Cinéma de Bobigny, où la comédienne Valérie Dréville lira certains de vos écrits, ainsi qu'un texte d'Henri Michaud sur une musique composée par Serge Tesseguet et Mohamed Camara.
Vous signez par ailleurs, je le précise, la mise en espace de ces lectures qui seront accompagnées d'une projection de vos images. Vous êtes enfin l'un des signataires, on a sans doute l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans l'émission de l'Appel de Calais, lancée le 20 octobre dernier, par des centaines d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs, de journalistes, afin d'alerter les pouvoirs publics sur la situation des migrants et des réfugiés de la jungle de Calais, entre guillemets. Et nous aurons, je pense, l'occasion d'y revenir tout à l'heure aussi. Mais je commence par préciser que vous êtes venu accompagner ce soir, donc je vous laisse le soin de présenter votre camarade. C'est un jeune homme qui s'appelle donc Mohamed Camara, que j'ai rencontré après moult péripéties. Je ne sais pas si je raconte exactement dans quelles circonstances, et qui s'avère être un jeune musicien d'origine guinéenne et qui fait de la beatbox notamment. Donc voilà, j'ai été amené à le rencontrer, j'ai écouté un peu sa musique, ce qu'il essayait de dire, d'exprimer, et j'avais l'opportunité de présenter une sorte de lecture un peu expérimentale avec Valérie Dréville. Donc au départ au TNS, dans le cadre d'une carte blanche qu'avait Valérie Dréville, qui avait émis le souhait qu'on retravaille ensemble après une première expérience en 2011 sur un de mes textes. Et puis j'ai proposé, donc c'était une lecture avec des télescopages d'images, et puis j'ai proposé que Mohamed intègre en fait l'expérience. Et donc on a présenté une première forme, donc qui s'appelait La Vita Bruta au TNS, avec Valérie Dréville et Mohamed Camara qui faisait donc de la beatbox. Voilà, cette forme se prolonge, se développe et va être présentée, accompagnée de surcroît de Serge Tessoguet, qui fait partie de Zone Libre et Zone Polyurbaine, qui était très connu pour avoir été guitariste de Noir Désir. Qui a été guitariste de Noir Désir. Et donc on va présenter un ensemble qui s'appelle Noir Inconnu lundi soir au Centre Pompidou, en deux parties. Une première partie qui serait la Vita Bruta, et une deuxième partie avec des images et de la musique aussi, qui s'appelle Déplacement Renversement, Faille Fragment Fissure. Et en fait cette forme va essayer de traiter aussi de la situation des personnes migrantes à Calais, une ville donc où j'ai été longtemps. Et il m'a paru un peu opportun et intéressant, et en tous les cas nécessaire d'une certaine façon, d'essayer de prendre position par rapport à ce qui se passe à partir du médium avec lequel j'essaie de travailler. Et voilà, donc on essaie de présenter ça lundi soir. Très bien. Et qu'est-ce que ça représente du coup pour vous, cette actualité conséquente et le fait de prolonger votre travail filmique dans des formes un petit peu transversales, différentes? Je pense aussi à votre travail éditorial, aux ouvrages que vous publiez ces jours-ci. Je crois que ce sera bientôt disponible en librairie dans les jours qui viennent. Oui, c'est-à-dire que avant de démarrer mon activité cinématographique, j'ai essayé de mener quelques études universitaires, et le rapport à l'écrit, quelque chose qui m'intéresse. Travail universitaire comme le travail plus littéraire, et il y a un certain nombre de textes comme ça qui ont été écrits depuis extrêmement longtemps, remodelés, reformulés. C'est une façon, via un autre médium, d'essayer de rendre compte aussi de certaines situations, d'exprimer aussi son positionnement. Le médium de la littérature, d'une certaine façon, développe d'autres espaces d'image, c'est d'autres façons de se positionner, et ça me semble intéressant d'essayer de se faire télescoper d'une certaine façon ces espaces d'image-là singuliers avec les espaces d'image qui peuvent être déployés dans un autre médium comme celui du cinéma. Et donc là, il y a de surcroît un autre médium qui se retrouve appréhendé, qui est vraiment la scène, ce qu'on appelle plus classiquement le spectacle vivant, entre guillemets, dans lequel plusieurs personnes comme ça entrent en interaction avec les textes, les images, le parcours de Valérie Dréville, à la fois l'actrice mais aussi la personne, le parcours de Mohamed Camara qui est musicien mais qui a aussi un parcours singulier, pareil pour Serge Tessoguet. C'est une façon comme ça de travailler sur des médiums différents, de rendre compte de ces situations-là. Alors voilà, donc du coup ces textes ont été écrits, menés de front parallèlement à ce que j'essaie de construire d'un point de vue cinématographique, et c'est des textes à teneur poétique d'une certaine façon, et comme peut-être vous le savez, il est assez difficile de faire publier ou de publier des textes poétiques, donc à un moment donné il m'a paru intéressant donc c'était déjà une velléité au départ, que d'essayer non seulement que d'être autonome, c'est-à-dire donc de se donner les moyens de créer un outil pour produire ses propres films,
Donc j'avais créé Noir Productions, dont je ne fais plus partie, mais qui continue à produire mes films. De la même façon, pour l'édition, ça me semblait aussi intéressant de développer un outil qui serait à même de proposer ce que j'essaie de construire, mais aussi le travail d'autres personnes, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il me semble que c'est intéressant aujourd'hui d'essayer de ne plus attendre comme ça, de ne plus être dépendant de telle ou telle structure. Donc dans la musique, vous parliez de musique tout à l'heure, c'est quelque chose de répandu, il y a beaucoup de groupes qui créent leur propre label, etc. Bon. Moi je trouve que c'est intéressant de créer son outil, de ne pas attendre la validation de telle ou telle grande structure pour essayer de donner droit à l'existence à des formes littéraires ou cinématographiques qui nous paraissent importantes. Du coup, est-ce qu'il y a une ambition de production aussi plus large pour d'autres, enfin, c'est y compris dans le... Vous dites vous voulez éditer d'autres auteurs, et éventuellement ça peut être vrai aussi pour le cinéma. Oui. Pour le cinéma, de la production cinématographique. Pour la production, ouais. Pour l'instant, ça reste quand même une structure de taille assez réduite, qui pourrait être développée plus avant, mais ça nécessiterait à ce moment-là de rentrer dans un plan de développement, de travailler avec d'autres personnes, voire même de s'associer avec d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc l'idée est là, ça se traduit pas encore très concrètement par la production de films. Pour l'édition, par contre, ça serait plus envisageable d'éditer parfois des textes parfois courts ou plus conséquents, à la fois dans le champ cinématographique et de l'avant-garde, comme aussi dans le champ plus universitaire ou des sciences humaines. Donc il y a un certain nombre de choses là qui se dessinent et qui pourraient tout à fait se concrétiser. Alors ce sera également cette première heure passée en votre compagnie l'occasion, je l'espère, de vous présenter un peu plus en détail à nos auditeurs. Et puis comme vos films, comme je le disais, sont édités aux éditions Potemkin, je pense que mes camarades vont pouvoir dire un mot de votre travail, ou peut-être simplement par le biais de questions sur certains de vos films, des choses qu'ils auraient envie de vous dire et qui permettraient à l'auditeur de se faire une idée un peu plus détaillée je vois que Gaël se prépare d'ores et déjà. C'est une gageure parce que il ne s'agit pas de dresser le CV de Sylvain Georges. Non, c'est pas. Mais comment dire, c'est dur à décrire. Parce que si tu dis c'est du documentaire sur les migrants à Calais et tout. Quelle image tu vois la personne c'est des reportages télé. C'est du truc pris sur le vif, c'est du mal à se faire une idée de l'image mentale qui se bâtit dans le... Exactement. C'est dur de décrire, parce qu'on a une image soit effectivement télévisuelle, soit on se dit, oh purée, ça va être Zola, on va apprendre à faire des nœuds coulants, tu vois, en sortant, on va tous se... Bon, c'est bon. Or, Sylvain Georges, de mon point de vue, il s'inscrit dans... quand même ce qu'on voit heureusement en France quand même pas mal, c'est du cinéma documentaire d'auteur. C'est-à-dire que tu as non seulement une matière qui est quand même à la base réelle, quelque chose qu'on aurait sous le nez, sous les yeux, mais il y a un regard, il y a un travail esthétique qui fait que c'est pas juste de la transmission d'informations. En clair, c'est des films qui sont très beaux à voir. Par exemple, ils sont très beaux. C'est-à-dire que ça soit le travail du noir et blanc, du contraste, un noir et blanc d'ailleurs qui évolue, qui n'est pas toujours le même pendant le film, selon les moments. Des moments où il y a plus de gris, et des moments où le ciel blanc est complètement aveuglant, etc. Il y a aussi des plans sur des arbres, sur des bouteilles, sur des objets. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans la caméra utilitaire, quoi. Je vois que l'auteur est en train de rire. Ah mais voilà, j'essaie pour les gens qui n'ont pas vu. C'est les bouteilles ou c'est les arbres qui... C'est toujours intéressant. Je sais pas trop j'ai pas d'autres auteurs à qui on pourrait comparer comme ça. Il y a un côté dans le paysage français actuel, effectivement. Oui. Ouais, il y a un côté. Alors à la fois, c'est-à-dire que j'ai relu un peu des critiques, etc. Ce qui revient plusieurs fois dans les critiques, c'est la violence. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un aspect, notamment dans
qu'il repose en révolte ou les éclats, il y a certaines choses, certaines réalités et certains plans qui, effectivement, tu le prends, ça t'impacte. Enfin, c'est extrêmement, c'est très troublant, c'est très violent. Mais des choses que tu as l'impression de voir édulcorées par ailleurs dans un certain nombre d'autres documentaires. En l'occurrence, à titre personnel, et je ne parle que en mon nom, des trucs que je n'avais jamais vus ailleurs. C'est-à-dire des gens qui se tailladent les doigts avant de se brûler les empreintes pour échapper au fichier, ou brûlent avec du liquide de bagnole et tout au fichier édité par la communauté européenne, dont j'oublie le nom, ce truc là, Eurodac, etc., où on prend tes empreintes à un moment donné, puis en gros t'es fiché dans l'Europe entière. Donc régulièrement il se détruit. C'est une scène, effectivement, je n'avais jamais vu ça, qu'il figure en révolte. Bah, quand tu vois ça, qu'il repose en révolte. Merci François. Tu vois ça, tu te dis, t'es arrivé au... Tu vois, il y a les cercles de l'enfer, tu vois, de Dante. Tu te dis, là, ça y est, là, je suis dans l'œil du cyclone. C'est des trucs, tu réalises pas. Tu vois un truc, mais t'as un effet de sidération, comme quand tu vois une agression dans la rue ou un accident de bagnole. Tu le vois, mais tu sais pas, ça te coupe le sifflet, tu vois. Donc t'as des trucs qui sont extrêmement violents. Et en même temps, c'est une violence qui n'est pas... t'as pas d'effet, t'as pas de musique, t'as pas de trucs qui surjouent, etc. Donc t'as des moments qui sont extrêmement durs et des moments qui sont, qu'on pourrait dire, atmosphériques. Enfin, qui sont, effectivement, dans Vers Madrid, tu en parlais tout à l'heure, François. Des fois, t'as le mec qui marche dans la rue, il n'y a rien, des plans qui paraissent anecdotiques, une araignée, etc. Quelques coléoptères qui sont troublants au sol. Qui sont troublants. Tu te dis, est-ce que c'est une métaphore de quelque chose? Est-ce que l'araignée invente quelque chose, ou est-ce que c'est, comme tu disais, François, en gros, tu vois, la vie continue. Oui, je m'étais demandé, moi, si c'était pas une... mais bon, c'est vous qui répondrez, évidemment. Une manière à la fois de prendre de la distance, parce que les images brutes, le matériau qui est capté sur le vif, donc des manifestations, de la répression policière, etc., peut avoir effectivement un côté immédiatement violent, puisque c'est le cas. Et que du coup, c'est à la fois une manière un peu de se distancier de ça, de pas rester... je pense que ce serait pas tenable de passer 1h30 ou 2 heures tout le temps immergé dans ce climat de tension et puis d'injustice, enfin vraiment quelque chose, quand même une forme d'évidence, on va dire, très très violente, et que du coup c'est à la fois une manière de prendre une distance et en même temps de rappeler que ces choses-là qui se passent dans l'espèce humaine, on va dire, se passent dans un monde qui continue à tourner, enfin d'une certaine manière, et que en parallèle de ce côté un peu, on pourrait dire, moche de l'espèce humaine, il y a toujours les feuilles d'arbres qui bruissent dans le vent, et puis les petits cours d'eau qui font des éclats, d'où le titre. Des éclats, voilà, un côté un peu poétique, qui replace un peu dans le contexte, et qui du coup, je trouve, quand on revient, quand on retourne de nouveau sur le vif, un peu en temps réel avec les gens que vous filmez, on rebascule de nouveau. Enfin, ça donne d'autant plus de force quand on y retourne, en fait. Il y a de fait de faire la distance. Si on était tout le temps, enfin ça c'est mon point de vue, si on était tout le temps embarqué en permanence dans de l'action concrète, on n'aurait pas au bout d'un moment on perdrait le fil, en fait, de ce qu'on est en train de raconter, tellement il y a un côté, et c'est ça qui est assez fou, parce que des films de lutte, pour le coup on en a vu pas mal, en tout cas des images prises dans les manifs de répression policière ou choses comme ça, c'est des images qui font partie de notre imaginaire, véhiculées par tout un tas de médias, et du coup s'il n'y avait pas cette prise de recul et cette manière que vous avez d'aérer votre montage, et on pourra peut-être en parler plus en détail après, ça aurait moins de puissance, en fait, parce que je pense que c'est des choses qui sont tellement redondantes, enfin c'est que bon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on n'en pourrait plus, enfin c'est presque intenable. Donc de toute façon on a besoin, je veux dire, même si on le voyait pendant 1 heure en continu, on aurait besoin de trouver une manière nous-mêmes de nous échapper, c'est-à-dire en se levant, enfin si on est chez soi, en se levant pour aller choper quelque chose dans le frigo, et puis si on est au cinéma, en fermant un peu l'œil. Et du coup, comme à ce moment-là vous réattirez notre œil sur d'autres choses sans jamais être explicatif, de manière très
fragmenté, très... Oui, enfin, j'aime pas... Enfin, le poétique, c'est un peu galvaudé à force de le dire. C'est plutôt non explicatif, on va dire, très sensoriel. Voilà. Mais alors du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire François, comment se compose, au moment du tournage, au moment du montage, peut-être comment se compose cette forme-là, justement, cette façon d'assortir les images qui sont le cœur de votre cinéma, qui sont le sujet de votre cinéma, et puis des aérations, effectivement, quand vous allez filmer un petit peu ce qui se passe à côté, alors sans revenir sur les branches, les bouteilles et les coléoptères, mais comment s'élabore cette forme-là, et à quel moment, est-ce que c'est au moment du tournage, du montage, comment vous élaborez cette forme-là? Non, déjà au moment du tournage, ce qui m'intéresse, j'établis pas de hiérarchie en fait entre les événements, les êtres, les choses. C'est-à-dire que quand il y a une situation ou un événement qui m'intéresse, auquel j'assiste et que je filme, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de déplier en fait comment dirais-je, c'est d'essayer de comprendre comment cet événement cet événement se construit, se déroule, a lieu, dans quel lieu, qu'est-ce qui compose cet événement-là. Ça peut être aussi bien les intentions, le discours politique, la façon dont la parole politique ou pas est portée, le geste, mais aussi la façon dont le geste résonne dans l'espace. Quel est l'espace, comment ce geste perpétué dans l'espace, quel type d'espace, comment celui-ci réagit. Donc j'ai une approche comme ça très dialectique. L'idée étant justement pour rendre compte de cet événement-là, de mettre en résonance des éléments qui composent justement cet événement-là, que ce soit des éléments comment dirais-je, matériel, minéral, végétal ou autre, comme des éléments plus vivants, comme comme une action même. Alors l'idée, voilà, c'est ça, c'est une approche un peu monadologique, comme ça, de mettre en relation des événements, des objets, des composantes, comme ça, qui peuvent, comment dirais-je, qui peuvent traditionnellement être parfois écartés, mis de côté. Là, moi, dans mon approche, c'est au contraire de les mettre en résonance, de leur accorder une importance extrêmement importante sans établir de hiérarchie. Donc, par là même, ça permet aussi de traduire d'autres visions du monde, de combattre l'inégalité. C'est aussi avoir un regard différent sur les êtres et les choses d'une certaine façon, sur la façon dont on les traite, dont on les met en rapport. Et c'est pour ça que pour moi, une petite bouteille de coca qui est là, par exemple, à Calais ou dans un endroit comme Madrid, tout d'un coup mis en résonance avec un geste qui est avec, je sais pas moi, un bras qui se lève et puis le reflet de telle chose dans une vitre, mettre ces éléments-là en relation, en correspondance, en résonance, en dialectique d'une certaine façon, ça permet d'essayer de saisir, de cerner la teneur de l'événement en fait. Et c'est aussi une façon dont moi, cinéaste, mais avant tout aussi, dans le même temps aussi individu, je peux réagir face à cet événement-là, la façon dont moi je m'inscris corporellement dans l'espace et le temps, la façon dont je peux aussi ressentir les choses physiquement. Alors parfois c'est décidé, c'est immédiat, instinctif, parfois... et ces éléments-là sont ensuite renforcés, développés dans une phase qui est la phase plus de montage, où on va jouer sur les accidents, on va faire ressortir certains éléments prégnants ou autres. Et bon, par exemple, vous parliez à un moment donné des coléoptères, je ne sais pas si c'est les coléoptères qui le reposent en révolte ou de Madrid, mais dans Madrid, il y a aussi un côté un peu ludique, hein, c'est-à-dire à un moment donné, Madrid, il y a ces événements. Au départ, moi je voulais vraiment, je suis allé à Madrid avec une très très grande frustration de ne pas avoir pu aller en Égypte, en Tunisie, enfin de pouvoir assister à ce qu'on appelait ensuite le printemps arabe. Bon, j'étais en plein montage de Qui le repose en révolte, qui est un film qui m'avait occupé quand même 4 ans, et je pouvais pas le saborder. Enfin vraiment, j'avais de multiples engagements, je pouvais pas. Bon. Dans le même temps, j'étais extrêmement frustré. Bon. Lorsque les événements de Madrid se sont déroulés, j'y suis allé directement. Et j'ai eu l'idée au départ de rester vraiment sur la place. Quand je pensais à Tahrir, je me suis dit ce qui serait magnifique, c'est de faire un film uniquement sur la place. Ce qu'a essayé de faire ensuite, par exemple, Stefano Savona avec Tahrir. Quand je suis allé à Madrid, j'avais encore cette idée-là. Je vais me concentrer sur la place. Et puis, en fait, donc c'était une improvisation. Hein. Je suis allé là-bas sans avoir l'idée de faire un film. Avec une caméra, j'ai commencé à filmer. Bon. Et j'y suis retourné dans des temps très brefs, en 2011, en 2012.
Il n'y avait pas une unité de lieu et d'action un peu comme en Égypte, c'est un petit peu différent. Donc très vite, cette idée de rester uniquement sur la place ne m'a pas paru vraiment pertinente. Je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de déplier des motifs comme ça qui sont présents dans les discours politiques, dans les gestes des personnes qui sont là, qui viennent de tel ou tel lieu. Donc de déplier ces motifs en allant dans certains lieux, les filmer pour les mettre en résonance justement avec les enjeux esthétiques, politiques déployés sur cette place. Donc en plus c'était amusant, c'était une façon de jouer sur c'est la place Puerta del Sol, donc on était au centre de Madrid, mais aussi de l'Espagne, de l'Europe à un moment donné du monde. Bon. Mais cette idée du centre est très problématique. Donc il y avait à la fois ce jeu vraiment sur le nom, le centre et les rayons, donc on va aller travailler sur des rayons qui se ramènent au centre, et dans le même temps aussi, en accordant évidemment, puisqu'il n'y a pas de rapport inégalitaire, une importance à des lieux qui ne sont pas au centre, c'est justement contrebalancer cette histoire du centre. Il y avait cette idée-là. Bon, alors je suis allé, donc par exemple la question de la spéculation immobilière a été un peu dépliée en allant filmer cette ville un peu fantôme, entre guillemets, qui est Cézanne, à 1 heure de Madrid, qui a coûté des milliards, qui est inoccupée aux 2/3. J'aurais pu aller filmer l'aéroport, un aéroport en Andalousie qui a coûté des millions d'euros, des centaines de millions d'euros, qui n'est pas bon. J'ai été filmer le tombeau de Franco et la tombe de Franco, etc., qui est un lieu encore investi, qui n'a pas été réinvesti par ce qu'on appelle traditionnellement le devoir de mémoire, mais qui est encore investi par les nostalgiques ou autres, pour mettre en avant, faire encore plus écho à la problématique du post-franquisme en Espagne. Et puis il y a des choses que j'ai voulu aussi faire, que j'ai été filmé dans Madrid. Vous avez remarqué que dans la première partie, il y a beaucoup de rues vides. Ces rues vides qu'on retrouve ensuite occupées par les manifs, dans les manifestations, des déplacements dans la deuxième et dans la troisième partie. Et parmi ces rues vides, à un moment donné, il y a cette place d'Espagne avec le drapeau espagnol. Donc je suis allé filmer le drapeau espagnol en accordant une importance comme ça au monument. Donc filmer le drapeau espagnol pour rendre compte aussi du pouvoir d'État. Et vous avez ce mât gigantesque avec ce drapeau qui se déploie dans le vent. Bon. Et à un moment donné, mon regard s'est simplement posé sur au pied du mât, sur le sol, quoi. Et là, il y avait des espèces de, de coléoptères ou des cafards. Bon. Et je me suis dit, c'est quand même amusant de mettre en rapport. C'est un peu ludique, ça peut paraître un peu naïf candide, mais c'est quelque chose d'un peu ludique. Et je trouvais ça rigolo de jouer évidemment sur le microcosme et le macrocosme, et de mettre en rapport à un moment donné cette espèce d'insecte sur du gravier en bas qui est là présent. Il n'y a aucune raison de ne pas le filmer puisqu'il est là, juste au pied de ce mât gigantesque que le drapeau espagnol. Voilà, il y a une espèce, c'est des comment dirais-je, des espèces d'accents un peu ludiques, un peu burlesques. Que moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup le burlesque. Le burlesque est très transgressif, comme vous le savez. Et dans mes films, si on les regarde bien, je crois qu'il y a une dimension burlesque qui est peut-être pas forcément apparente de prime abord, mais que je revendique. Je peux faire juste très rapidement là-dessus, justement, peut-être ce qui peut. Moi, j'avais pas, par exemple, interprété que ces coléoptères étaient au pied du drapeau, et c'est tant mieux. Je pense que là où peut-être on aurait pu imaginer une autre manière de filmer qui serait de faire un panneau depuis le drapeau et descendre pour qu'on comprenne que les coléoptères sont au pied du drapeau d'Espagne. Du coup, ça deviendrait trop discursif, trop lourd. Le fait de le monter comme ça, cut. Moi, j'ai même pas compris que c'était au même endroit, mais c'est pas grave. Je veux dire, l'impression reste. Non, mais je veux dire, l'impression reste, mais c'est pas du tout explicatif. Quoi. C'est ça qu'il faut vraiment dire aussi. C'est que c'est un cinéma qui procure des émotions sans qu'on puisse forcément toutes les analyser ou tout comprendre, et c'est pas très grave. Bon. Je vous propose maintenant qu'on fasse une courte pause musicale, chanson de circonstance. On aura l'occasion de se retrouver juste après et de continuer à parler en compagnie de Sylvain Georges. On se retrouve tout de suite après. Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Vous écoutez toujours Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Faux au micro, en compagnie toujours de l'équipe du Fiche du cinéma et de notre invité Sylvain Georges. Alors, je n'ai pas encore donné la parole à Nicolas Marcadet, rédacteur en chef des Fiches du cinéma, qui pourtant en 2014 tenait énormément, il n'était pas le seul au sein de la rédaction des Fiches du cinéma, qui tenait énormément à ce qu'on mette Vers Madrid de Sylvain Georges en couverture des Fiches du cinéma. D'où vient cette rencontre avec le cinéma de Sylvain Georges et quel est ton rapport au cinéma de Sylvain Georges? Alors, moi, le premier film que j'ai vu de vous, c'était L'Impossible. Moi, c'est vraiment un film dans lequel j'ai eu l'impression à un moment de voir quelque chose que j'avais jamais vu, ce qui est déjà ce qui est une bonne chose, ce qui est quand même toujours extrêmement agréable.
Voilà, notamment c'est un film dans lequel il y a beaucoup de scènes de manif. Moi, j'avais jamais vu des manifestations filmées comme ça, c'est-à-dire avec ce calme, avec une manière de déshystériser complètement le côté reportage, le côté cinéma engagé. Ça démarre très lentement, il y a beaucoup de silence, il y a une espèce de douceur, et voilà, quand on s'était rencontrés, il me semble que je vous en avais déjà parlé, moi j'avais été très marqué par ce plan où il y a une charge de police et où on sent que vous êtes quand même en première ligne, et la caméra ne bouge pas. C'est-à-dire, en tout cas, dans le montage, ça s'arrête avant que vous couriez. Donc il y a cette espèce voilà, je trouvais que c'était à la fois très surprenant, très je pense intéressant dans ce que ça peut dire, dans la position que ça vous donne, c'est-à-dire de pas être dans une position romantique, de embarqué, de reporter qui est au feu, etc. Et puis dans la dignité que ça implique le truc, c'est-à-dire que c'est quand même ça aussi, on tremble pas, quoi. C'est-à-dire c'est une manière de faire du cinéma politique en étant très calme, très non, mais c'est vrai, d'être dans un discours radical, mais qui est présenté de manière calme, ce qui est quand même assez étonnante, et de manière, donc comme tu le disais, Gaël, vachement, enfin très très belle, ce qui est aussi contraire à ce qui se fait beaucoup dans ce domaine-là, où voilà, c'était aussi, je trouve que politiquement c'est assez fort de donner de la beauté aux choses, de donner de la beauté à ces mouvements-là, de donner de la beauté aux migrants, voilà. Et ce qui m'a moins passionné en continuant à voir vos films, c'est cette démarche-là, c'est-à-dire d'invention d'une forme, enfin de chercher à inventer une forme, tout en questionnant la manière d'inventer une pensée politique. Enfin, oui, disons politique. Cette manière de marcher ensemble entre la pensée et la forme, ça, je trouve ça assez passionnant et assez... alors, de plus en plus actuel, je pense. Moi, il me semble que même depuis 2 ans, je pense que moi, je sens dans l'air que la situation a un peu changé, et que c'est ce qui pouvait, cette idée de réinventer un langage politique, etc., dont on pouvait encore se dire il y a 2-3 ans que peut-être ça n'intéressait que des militants et des intellos. Je pense que les gens sont beaucoup plus largement concernés et intéressés par ça. Donc je me demandais si vous le sentiez dans le rapport des gens à vos films, si vous sentez quand même que ça suscite un intérêt différent, voilà. Sur la question de l'invention d'une nouvelle... Je ne sais pas comment dire. Ce que je constate par exemple en ce moment, c'est qu'il y a une espèce de... J'en suis ravi, hein, je suis très content. Je crois qu'il y a une forme de reconnaissance du travail et des films que j'ai pu faire sur Calais. J'ai l'impression que c'est aussi parce que ça résonne avec l'actualité la plus immédiate, et notamment la situation de Calais aujourd'hui, mais pas simplement, hein, ce qu'on appelle la question des réfugiés. Bon. Et comme j'ai passé énormément de temps dans cette ville, qui en France fait quand même le cœur de l'actualité, j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance de ce travail-là. Les films sont diffusés, vont être diffusés dans des lieux importants, en plus comme le Centre Pompidou, des choses comme ça. Alors, est-ce que par ailleurs je constate que ça déboucherait sur la création de nouvelles formes politiques, ou en tous les cas que ça traduirait un intérêt pour de nouvelles formes politiques? Honnêtement, je serais incapable de le dire. Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que même si je suis un peu moins présent en ce moment sur le terrain militant, j'ai beaucoup milité, mais là je suis un peu moins présent parce que je suis centré sur d'autres choses qui pour l'instant sont très importantes, que je ne peux pas faire vraiment autrement, et aussi mon travail cinématographique. Ce que je constate, c'est qu'il y a une mobilisation de personnes, des riverains qui voient des personnes réfugiés qui sont chassés de tel ou tel quartier, tel ou tel pont. Bon, il y a énormément de personnes qui ont découvert par exemple le militantisme, j'ai l'impression, à partir de juin l'année dernière, qui sont mobilisés pour ce qu'on appelait les migrants de la Chapelle, les réfugiés de la Chapelle, etc. Donc il y a des choses assez belles qui se font. Est-ce que pour autant ça ne reste pas encore très minoritaire ?
Je vais assez régulièrement à Calais. Là, j'y suis allé plusieurs fois ces 3 dernières années après mon travail. J'ai pas l'impression qu'il y ait une mobilisation accrue, une présence très très forte de personnes qui se mobiliseraient par rapport à ça. Je pense pas qu'il y ait eu brutalement. Mais si, c'est un peu ça. Mais je veux dire que, bien sûr, je pense pas qu'il y ait quelque chose de spectaculaire et que tout d'un coup, tout le monde devient militant. Mais je pense que je pense que vous êtes sur cette question des migrants, mais plus globalement sur la question de comment faire de la politique aujourd'hui. Vous êtes au cœur d'un sujet qui est en train, à mon avis, de passer d'un truc qui peut être marginal vers quelque chose qui s'élargit, qui concerne juste au niveau de l'intérêt, de la pensée, qui n'est pas forcément dans le geste d'aller militer, d'aller avoir des actions concrètes. Une situation mais je pense qui que symbolise une situation dont les gens comprennent bien qu'elle est beaucoup plus ample, générale. C'est-à-dire que le climat social est devenu quand même nettement plus tendu, que la question des migrants a évolué, qu'il y a eu les attentats, qu'il y a eu, qu'on sent de manière beaucoup plus forte qu'il faut inventer quelque chose. Et voilà, je trouve que vous étiez vraiment, vous êtes au bon endroit dans votre recherche depuis un moment. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on appelle communément la crise de la représentation politique ou le système tel qu'il est mis en place, moi c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse, qui me révolte même depuis très très longtemps. Moi, ce qui me frappe, il y a une production de l'impuissance politique, de toute façon, c'est clair. Tout est fait pour que, d'une certaine façon, les gens soient imprégnés d'un sentiment d'impuissance politique. Et ça, à mon avis, c'est délibérément construit, on pourrait l'analyser. C'est l'impossible. C'était un peu à l'impuissance politique, voilà, moi, je répondais des gestes minoritaires, mais qui relèvent justement de l'impossible, c'est de l'irréductible, de quelque chose qui, au contraire, est bien présent et n'est pas forcément visible, mais existe bel et bien et résiste. Bon, moi, c'est ce que j'appelais l'impossible, en référence un peu à l'œuvre notamment rimbaldienne. Moi, ce qui me trouble quand même, c'est que face à un système qui est parfaitement construit, cette impuissance politique qui est développée, les politiques qui mettent les dispositifs qui sont utilisés pour fabriquer de l'impuissance politique, de l'insécurité sociale, de l'insécurité politique, etc., sont extrêmement efficaces, parce que quand on voit quand même que peu de gens, d'une certaine façon, s'élèvent contre l'état d'urgence, c'est quand même. Moi, j'avais été choqué, par exemple, lorsqu'il y a eu les émeutes, ce qu'on a appelé les émeutes en 2005, par l'instauration du couvre-feu. Par l'époque Dominique de Villepin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il me déclare, moi ça m'avait révolté, parce que déjà le traitement avait été sordide, l'État mettait en place des politiques incendiaires et on a traité d'incendiaires des gens qui ne faisaient que essayer de répondre à quelque chose qui est de l'ordre de l'ignominie. Je veux dire, des enfants sont morts. Bon. Je me suis perdu. Venez m'aider parce que... Oui, voilà, ce qui m'avait choqué par rapport à ça, c'était tout d'un coup l'instauration du couvre-feu. Le couvre-feu s'était instauré à partir du moment où, en plus à un moment où les banlieues avaient retrouvé plus ou moins leur calme. Et je me souviens très bien que Dominique de Villepin avait déclaré le couvre-feu simplement pour répondre et montrer qu'il était, quelque part, qu'il pouvait répondre au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était complètement décalé. Ça n'avait aucun lieu d'être. Ce couvre-feu n'avait pas lieu d'être, puisqu'en plus, le calme était retrouvé dans les banlieues. Donc on était d'une certaine façon dans la même lignée que ce que faisait le ministre de l'Intérieur, d'une certaine façon. Ça n'a déclenché aucune réaction. Bon, je parle même pas du PS. Le PS n'est pas un parti de gauche depuis des décennies, on le sait très bien. Mais même ailleurs, il y a eu très très peu de réactions par rapport à ça. Et c'est quand même très très troublant comment dans un pays qui est quand même marqué dans son histoire par des événements extrêmement forts, auxquels, sans créer d'amalgame et sans les rabattre, sans qu'on ne les rabatte, sans qu'on ne rabatte les situations actuelles là-dessus, participe quand même de la mémoire collective. Il y a quand même des échos, des veilles. Je trouve que c'est quand même très troublant, le manque de réactivité, je dirais même une certaine forme de passivité, la façon dont ce type de politique peut passer
de façon totalement, d'une façon quasiment de façon très, en toute impunité. Moi, c'est peut-être très naïf. J'ai peut-être pas assez analysé le truc, mais je suis assez troublé par tout ça. Là. Et à l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe par rapport à ce qu'on appelle les migrants, les réfugiés, les ci, les ça, bon, faut faire attention avec toute cette terminologie. Après, il y a les réfugiés politiques, les réfugiés économiques. On va créer de la discrimination, évidemment. Tout ça, c'est donc faut faire attention à toutes ces terminologies. Quand on voit exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quand même extrêmement flagrant. Je trouve que il y a une absence de réactivité dans la société civile qui est quand même assez flagrante. Oui, parce que vraiment cette idée que rien n'est possible est quand même très très ancrée. Et donc moi je trouve qu'un film comme Vers Madrid, c'est un antidote à ça. Vraiment, c'est un film qui produit du possible, de l'idée sur... je vous remercie parce que moi je crois que ce qui s'est passé à Madrid... un processus qui n'a pas du tout été compris délibérément, qui a été écarté par tous les grands médias européens, l'intelligence, y compris de gauche européenne, etc. Ce qui s'est passé à Madrid est absolument magnifique. Les indignés n'ont rien à voir avec Podemos. Podemos, c'est une émanation, mais c'est autre chose. Mais les indignés, c'est de l'expérimentation esthétique, poétique et politique pure. C'est-à-dire des personnes qui vont dans la rue sans savoir pourquoi, sans qu'il n'y ait un programme au départ d'établi, qui vont par solidarité sur une place, qui savent délibérément ce qu'elles ne veulent plus, mais qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent et comment y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un processus politique pur dans le sens où il n'y a pas cette notion de résultat. C'est ça qui me semble extrêmement fort. Donc on élabore, on réfléchit, on discute. Et une place se retrouve investie avec de multiples commissions et qui ne peut exister, d'une certaine façon, que par l'apport et l'énergie de tout un chacun des protagonistes. Et alors même qu'on a toujours jugé ce processus en disant « Ah, ils ne font que parler, ils ne décident pas, ils ne décident rien, ils ne prennent pas le pouvoir, etc. etc. » Donc, c'est-à-dire un raisonnement purement capitaliste, si on raisonne dans le schéma capitaliste, ils ne produisent rien. Au contraire, c'est un processus qui, sur un autre plan d'immanence, dans une apparente improductivité, est au contraire extrêmement productif. Et par exemple, quand j'ai fait cette petite scène que j'appelle ça la scène Noé, quand il pleut, etc., c'est des camps qui sont bâtis sur le modèle du bidonville, c'est-à-dire tous des travaux, des objets de récupération, du carton, etc. Bon, la moindre petite intempérie, une petite averse, tout s'effondre. Et tout d'un coup, les gens d'eux-mêmes, sans qu'il y ait un chef qui coordonne, etc., d'eux-mêmes vont savoir quoi faire, quels gestes déployer dans l'espace pour que ce camp reste debout. Ça montre bien qu'au contraire, ce processus ne pouvait exister que par l'apport d'énergie, la créativité de tout à chacun. Une créativité qui était au contraire encouragée par la nécessité, par la raison même de ce processus-là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, vraiment, je parle de création politique pure, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du processus de création, c'est-à-dire cette recherche, l'élaboration, la réélaboration, la reconfiguration de situations, d'idées, de concepts, etc. Et c'est absolument magnifique, évidemment, ça dérange tout le monde, puisque si on a rangé les indignés sur la partition politique à l'extrême gauche, ça remet en question le système de la représentation politique occidentale, les démocraties occidentales. Donc, chacun se retrouve face à un processus comme ça, face à son degré d'acceptabilité de la norme. Et forcément, dans un pays où on a élu un homme sur la normalité, on va élire un président normal, plus que jamais, c'est quelque chose qui, en France, mais pas simplement, ne pouvait pas être accepté. Et encore aujourd'hui, je crois... alors heureusement, il y a quand même des chercheurs qui travaillent dessus. Je pense à Sandra Logier et d'autres personnes qui ont écrit sur la désobéissance civile, sur les processus Occupy, etc. Mais il y a dans ces processus-là quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement radical, et qui, pour moi, s'apparente vraiment à du politique, donc aussi de l'esthétique et du poétique pur. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Gaël, qui avait quelques questions un peu plus précises à vous poser sur des points de détail de votre cinéma. C'est le méchant, on m'a dit. C'est le méchant, c'est le bad cop, absolument. Alors je dois préciser aux auditeurs que lors de la dernière pause musicale, donc naturellement la conversation s'est poursuivie alors que nous écoutions Fortress Europe d'Agenda Foundation, et votre camarade Mohamed Camara, ici présent, nous a promis une petite démonstration de Human Beatbox. Alors je ne vous dis pas en quoi ça consiste, vous allez comprendre tout de suite. Est-ce que vous êtes toujours partant ?
Ouais, je suis toujours partant parce que, en fait, je suis musicien, donc c'est des trucs que je suis 100% pour. Que ce soit le rap ou bien des beatbox, ouais, je suis pour. Eh ben alors on est 100% pour aussi, et le micro est à vous. Ok, y a pas de souci. Je vais essayer d'allumer un peu le fire dans le coin, quoi. Yeah man, big up for yourself. Bon, si vous voulez encore plus de cœur. Merci. Merci infiniment. Mais il fait peur un peu. Hein. C'est frayeur. Hein. Et donc je reprécise, toujours rappeler l'actualité de l'invité, que vous serez présent aux côtés de Sylvain Georges, donc ce lundi 21 mars au Centre Pompidou, et ce 22 mars au Magic Cinéma de Bobigny, avec également Serge Tesseguet, et les textes sont relus par Valérie Dréville. Je vais passer la parole à Gaël, t'as intérêt à assurer derrière ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile. Alors, le problème, c'est, voilà, j'ai deux questions. Le problème, c'est qu'il faut faire court. Penses-tu ? Alors, je vais essayer d'être efficace. Une première question, c'était justement... Alors, il y a quand même... Je n'irai pas jusqu'à dire un paradoxe ou une ambiguïté, mais dans votre cinéma et dans votre propos, il y a à la fois... On s'extrait de la notion, effectivement, de résultats, d'effets immédiats, etc. Et en même temps, dans ce que vous dites, et même dans des interviews que j'ai pu lire de vous, voilà, il y a quelque chose du brûlot, il y a quelque chose de l'incendie poétique, politique que vous voulez quand même déclencher par vos films. Vous voulez quand même que des trucs se passent quand les gens voient vos films. Je vous soupçonne de ça très fortement. Et c'est vrai que sur la question de ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que les gens sont peut-être prêts à entendre, à voir quelque chose, etc. Se pose la question, quand même, peut-être, de l'efficacité. C'est un mot horrible, je sais, je m'en excuse. Et effectivement... Mais quelle terminologie capitaliste. Mais non, mais je sais, voir nazi, tu peux y aller. Point Godwin. C'est-à-dire que, d'un côté, il y aurait un cinéma social, on pourrait dire, Ken Loachien, narratif, classique, carré, où on explique bien aux gens pourquoi il faut se révolter, pourquoi c'est pas bien. Un truc qu'on peut voir le dimanche soir et tout. Genre, j'ai pas eu la chance de voir Fatima de Philippe Faucon, mais je sais qu'on a pu lui reprocher d'être... Ou Discount. Voilà, ou Discount, ou même certains la loi du marché, enfin... un côté en fait didactique. Bon. L'avantage, entre guillemets, c'est que... En plus des films de fiction. Des films de fiction. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Personnellement, j'aime beaucoup la loi du marché. Moi, j'aime beaucoup Fatima. J'aime beaucoup Discount également. On pourrait dire, ah bah là, au moins, ça va toucher tout le monde, ou beaucoup de gens. Alors que film de Sylvain Georges, voilà, ça va être des lecteurs du monde diplomatique, des mecs d'extrême gauche, des gens qui sont déjà convaincus, qui vont voir vos films. Alors, c'est un peu provocateur quand je dis ça. On ne peut pas vous reprocher d'être un artiste et de faire les films selon votre œil, selon votre main. Mais est-ce que c'est une question que vous vous posez, ça ? C'est-à-dire qu'en gros, votre radicalité esthétique, est-ce qu'elle empêche un impact auprès d'un plus vaste public, quoi? Je sais pas. Moi, je pense que... Enfin, en tous les cas,
ma ligne, entre guillemets, enfin ma position, c'est de faire les films qui participent de mon horizon d'attente. Donc je veux pas faire les films qu'il faudrait faire pour toucher des millions de personnes. Je veux faire des films qui me paraissent nécessaires, les films que j'ai envie de voir d'une certaine façon, en tous les cas, dans lequel... quand j'ai envie de voir, en plus, je suis un peu contradictoire parce que je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de voir. En tous les cas, j'essaie, en faisant les films, de trouver une forme qui traduit à la fois ce que je peux ressentir en tant qu'individu, la façon dont j'essaie de rendre compte de certaines situations, et tout ça est sans cesse réélaboré. Je pars du principe que, à l'inverse de la télévision ou du cinéma commercial, blockbuster ou autre, moi je pars du principe que les gens sont extrêmement intelligents. Donc, de toute façon, donc je ne considère pas qu'il faille faire des films qui seraient formellement plus accessibles aux autres. Je pars du principe qu'il faut faire les films vraiment qu'on a envie de voir. Et qu'à partir du moment, comme je suis un être social et politique, je vis dans une société, je vis pas tout seul, qu'à partir du moment où j'ai envie de voir quelque chose, potentiellement ça veut dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Est-ce que mes films ne remporte l'adhésion que de gens qui seraient convaincus de militants rouges? Je suis pas sûr en fait, parce que par exemple dans le milieu militant on dit que mes films sont pas assez militants, ils sont trop esthétiques, et dans le milieu un peu de, comment dirais-je, pour caricaturer, plus du monde de l'art, qui est quand même marqué aujourd'hui, enfin dans lequel il y a quand même une position un peu réactionnaire, majoritaire, marquée par l'idéologie de l'art polar, etc. On va considérer que mes films sont trop politiques, voire militants. Le cinéma militant étant aujourd'hui considéré comme du sous-cinéma, je vais pas reparler là-dessus, etc. Or, moi, je raisonne pas du tout dans ces termes-là. Je raisonne plus en termes de arriver à traduire via le médium cinématographique, développer une esthétique, c'est-à-dire mon rapport au temps, à l'espace, à l'histoire, à moi-même, mes émotions, mes sensations, mes idées, et pour ce faire, de développer la forme qui me paraît la plus pertinente. C'est ça ce qui m'intéresse. Le souci, après, de toucher le public, je l'ai dans le sens où, d'abord, quand je fais un film, je ne pense pas à un public en particulier. C'est pas je m'adresse à telle personne, je fais tel ou tel type de film, c'est pas du tout ça. Par contre, ce que j'ai, c'est le souci d'essayer de... Je vais faire une réponse con, du coup, parce que le temps passe vite. J'ai quand même le souci de faire en sorte que tous les films que j'essaie de faire soient dans un espace public particulier qui est la salle de cinéma. Parce que traditionnellement, ce type de film-là est consigné ou bien dans les festivals de cinéma, dits d'avant-garde ou autres, ou bien dans les musées, les cinémathèques ou autres, mais pas la salle de cinéma. Alors moi, je me suis toujours battu pour que ces films-là soient dans une salle de cinéma, et ils l'ont été. Parce que dans une salle de cinéma, on touche des gens qui ne vont pas forcément dans les festivals, on touche, parce qu'il y a encore une symbolique de la salle de cinéma, parce que politiquement aussi c'est pertinent d'avoir un film dans une salle de cinéma. Voilà. Alors, ce sera, je te préviens Gaël, une question courte, naturellement. Alors, je ferai une réponse courte. Plus synthétique, on me dit toujours d'être plus d'abord, synthétique. juste, j'insiste sur le fait que dans les DVD, il y aura également les courts-métrages, et que ils nous tueront tous, et les nuées, il faut voir ça absolument, et vous verrez, c'est une tonalité un petit peu différente, voire assez différente, je trouve, des longs-métrages. Enfin, il y a de l'humour, et il y a un côté presque science-fiction, je trouve. Enfin bon, ça c'est mon avis. Il y a un plan. Surtout que les nuits, il y a 2 versions, et Nous tuerons tous, il y a 3 versions dans le DVD. Ma foi. Il y a une version qui s'appelle Nous tuerons tous, une autre qui s'appelle Nocturne, et une version longue qui s'appelle Nocturne Blanchasseur, qui est inédite. Ma foi. Alors, il y a, donc dans tous les films que j'ai pu voir, il y a un plan qui m'a posé un problème. Vous qui êtes quand même, c'est-à-dire l'esthétique, l'éthique, la politique, c'est pareil chez vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une convergence. Bon. Dans le film, lié. Je dis pas que c'est pareil, c'est lié. Ah mais je fais simple. Pardon. Les auditeurs, ils sont un peu... Pardon. Alors, N'entre pas sans violence dans la nuit, qui est un film sur un événement qui s'est produit le 5 octobre 2008 à Châteaurouge, c'est-à-dire... 2009. 2009 Ça change tout. Ah non, pardon, 2005. Alors, 2005. C'était pas 2008, c'était 2005. 2005. Oui, effectivement, c'est un contrôle policier qui tourne à, je mets des guillemets, la rafle, parce que je sais que c'est un terme qui est problématique. Et effectivement, bon, alors vous captez comme ça cette espèce, la révolte un petit peu des gens du quartier quand on part dessus la tête, d'être contrôlé en permanence, etc. Donc on entend, ça rappelle les nazis, état raciste, état fasciste, etc. Alors vous captez ça, et à un moment donné, vous faites un plan que j'ai trouvé terrible. Sur un policier qui, effectivement, après a demandé vos papiers, etc. Vous faites un plan en contre-plongée, en ralenti,
Et alors le mec, c'est l'ESS. C'est vraiment... C'est-à-dire que je trouve qu'à ce moment-là, il y a un risque d'alimenter le sale flic, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui est peut-être qui est trop simple, je trouve. Moi, c'est ça. C'est ce plan m'a dérangé. Avec les flics qui viennent de milieux souvent populaires. Alors oui, on peut contester le fait qu'ils obéissent à des ordres dégueulasses, etc. Mais bon, enfin voilà, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, sur ce plan prélevé dans votre œuvre déjà conséquente... N'entre pas somnolence dans la nuit, c'était une improvisation, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un newsreel. Juste pour recontextualiser, c'était un petit film que je voulais faire sur j'avais proposé à un collectif de sans-papiers que je suivais de faire un film uniquement sur ce que vous appelez des arrestations massives, on va dire. Voilà. Il y a un mot confisqué. Et donc je me suis rendu à Château-d'Eau et il se trouve qu'il s'est produit quelque chose d'assez unique. C'est-à-dire il y avait à l'époque, c'était 2005, donc d'énormes dispositifs policiers mis en place dans ce type de quartier, Château-d'Eau, Château-Rouge ou autre, pour arrêter des personnes destinées à être reconduites à la frontière. Ça participait à des quotas fixés pour la première fois par Nicolas Sarkozy en 2002 de reconduite à la frontière. Donc on était passé de 11 000 à aujourd'hui 30 000, ce qui veut dire qu'aujourd'hui pour expulser 30 000 personnes, il faut en arrêter entre 150 et 250 000. À l'époque, en 2005, il y avait encore ces gros aéropages, policiers en civil, policiers en uniforme, les gros bus, etc. dans ce type de quartier-là. Et ce dispositif-là est un dispositif qui s'inscrit dans une longue tradition. Vous parliez de rafle, le mot confisqué. La rafle n'est pas forcément... La finalité d'une rafle, c'est pas forcément de mettre des gens dans les camps de concentration. La rafle, c'est un dispositif. Arrestation massive d'individus à l'improviste dans des quartiers ciblés. C'est ça la définition de la rafle. Donc j'ai filmé ça et il se trouve que la présence, quand vous êtes sur les lieux, la présence policière était extrêmement puissante. La police très agressive. Moi j'ai été arrêté, et il se trouve que je filmais à ce moment-là avec une toute petite caméra au point qu'on m'avait donnée, j'avais pas de matériel, on me l'avait prêté, etc. Et l'image a été faite comme ça en contre-plongée. Alors au montage elle était un peu ralentie, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Ça rendait compte à la fois de moi, de mon positionnement dans l'espace, c'est la façon dont j'ai réagi par rapport au geste qui a été perpétré par ce policier-là, et aussi d'une ambiance très mortifère qui m'avait, moi, et qui est extrêmement choquante. Alors après, sur l'origine sociale des policiers, ça je suis entièrement d'accord. Le drame, sans reciter Pasolini dans les années 70, c'est vrai que les policiers qui sont dans la rue, les CRS ou autres, ce ne sont pas des personnes qui proviennent des classes, des classes supérieures de la société. Bon, c'est tout le drame, c'est la dimension dramatique et la violence symbolique extrêmement présente et prégnante, qui font que des gens qui sont issus des milieux populaires sont en première ligne pour réprimer, entre guillemets, c'est la main droite armée de l'État, pour réprimer des personnes qui peuvent participer des couches les plus populaires, entre guillemets, comme d'autres plus privilégiés. Enfin voilà, on va pas faire une sociologie de la police maintenant, il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi, je pense aux travaux de Fassin, etc. Mais voilà. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que dans le film, peut-être que vous avez raison, que cette image ne va pas. Mais en tout cas, ce qui est clair dans le film, quand j'ai fait le film, en aucun cas je n'ai voulu rabattre la situation de l'arrestation des personnes sans papier en 2005 avec l'arrestation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Surtout pas. Ce sont deux contextes historiques différents. Ce ne sont les arrestations de ces personnes, la finalité de ces arrestations ne sont pas les mêmes, même si les arrestations qui ont eu lieu en 2005 et qui ont lieu encore aujourd'hui sont mortifères, c'est-à-dire elles atteignent à l'intégrité physique, psychologique des personnes, elles peuvent même être mortifères. Pour autant, la finalité de ces arrestations ne sont pas les mêmes que celles de la Seconde Guerre mondiale. Là-dessus, je suis très clair. Donc il ne s'agit pas de rabattre une époque sur une autre, il ne s'agit pas de créer des amalgames, mais par contre, il est pour moi évident qu'il y a des liens. Je veux dire, il n'y a pas de... et je terminerai là-dessus, on le voit sur de multiples lieux, vous verrez, et c'est à la fois une question matérielle, mais pas simplement. La plupart des centres de rétention qui sont construits aujourd'hui sont construits sur des lieux où auparavant il y avait des centres d'internement. Alors ça pouvait même, alors c'était pas un centre de rétention, c'était un accueil à l'époque. Sangatte était construit à l'endroit même, à l'emplacement même d'un centre d'internement. Le centre de rétention de Vincennes est construit à l'endroit même d'un centre d'internement, etc., etc.
Bien, on aurait pu continuer à parler longtemps encore autour de votre cinéma. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie Sylvain beaucoup Georges. pour votre invitation. Merci Mohamed Camara de vous être Alors, vous joint venez à toutes les Sylvain semaines, ce soir. Mohamed, Voilà. Parce que là, le public est en folie. Là, Donc je vais me contenter pour finir de rappeler qu'outre la publication de vos textes, outre votre présence lundi au Centre Pompidou, mardi au Magic Cinéma de Bobigny, vous éditez vos films, ou plutôt les éditions Potemkin sortent vos films en DVD. Tout le monde à présent, bien armé, bien informé. Maintenant que les présentations sont faites, on peut se jeter sur ce coffret Potemkin. Et je vous remercie. Sur deux coffrets. Sur deux coffrets Potemkin. Et je vous remercie encore une fois. Ils ont fait un super travail. Merci infiniment. Merci beaucoup de venir. Merci.